Salut tout le monde et bienvenue sur ce petit live. Ce petit live, en effet, j'y sais, comme tu dis, c'est le premier live depuis un bon moment et en effet, j'ai essayé de... Ouais, ça... C'était un peu compliqué avec l'OM. Salut Raoulito, Raoulito le Zerbi, ça fait plaisir. Le Zarbi, désolé. Des formations professionnelles. Salut Duke, salut tout le monde. Je suis content de vous revoir. Et oui, pour ce premier live depuis un petit moment. Alors, quelle caméra j'ai? Attendez, pourquoi? C'est le premier live depuis longtemps et comme vous pouvez le voir, oui donc ok c'est bon, j'ai pas la caméra de l'ordi, mais ma caméra est un peu trop proche, mais c'est pas grave, on s'en fout. Vous m'entendez bien? Ton son est faible un peu, nous dit Raoulito. Est-ce qu'il y en a d'autres dans le chat qui ont mon son un petit peu faible aussi? Dites-moi. Dites-moi. Dans ce cas-là, je peux le monter un petit peu. J'essaye de jamais trop. Je préfère qu'il soit un peu faible que trop haut et que ça sature un peu. Donc dites-moi si je confirme pour le son. Alors je vais le mettre à zéro tout court. Voilà. Donc là, est-ce que c'est un peu plus fort pour vous les gars? Est-ce que vous m'entendez mieux, les gars et les meufs? Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous m'entendez mieux? Donc voilà, je vérifie que tout est bien mis. Ouais, il y a pas de gain, il n'y a rien du tout. Bon, j'augmente même ici un petit peu. Voilà. Alors, j'ai j'ai dit à Ryan que je faisais un petit live, donc il y a possibilité qu'il y ait un peu de monde qui arrive à un moment. Alors pourquoi le chat ne s'affiche pas sur mon écran? C'est parce qu'il doit y avoir... Vraiment, ça se voit que ça fait un moment que, que j'ai pas débloqué que j'ai pas mis le truc parce que là il me met plus le chat et tout. Voilà, mets-moi le chat s'il te plaît, t'es gentil. Toujours affiché, voilà, truc. Ok, très bien. Pourquoi il veut pas le mettre? Je sais pas, mais je vous lis bien, vous inquiétez pas, je vous lis bien, mais on ne vous voit pas à l'écran pour une raison que j'ignore, une raison technique, parce que, comme vous le savez, je suis très très bon à la technique. À la technique, c'est Michel, bien sûr. Voilà, donc de quoi on va parler aujourd'hui? De quoi on va parler? J'ai essayé de me préparer un petit peu. On va un peu parler de l'OM, de cette fin de saison qui sent un peu le pâté et sans qu'on comprenne trop comment ça se fait qu'on en soit rendu là. Parce que j'ai l'impression que vraiment il y avait un boulevard en fait pour l'OM. Il y avait un boulevard tout simplement pour l'OM pour réussir à se qualifier en Ligue des Champions. Et donc j'ai appelé ce petit live la saison du bordel pour rien. Parce que vraiment, je pense que l'OM s'est mis le feu tout seul et c'est assez incroyable, je trouve. Attendez, je vois un petit peu, ma caméra est un peu, elle dépasse un peu des bords ici. Voilà, voilà, là, là, là. Il s'est, il sait pas mettre le chat à l'écran, mais par contre sa caméra elle déborde pas. Ça c'est du professionnalisme. Donc voilà, j'ai décidé d'appeler ce petit live OM la saison du bordel pour rien parce que je comprends pas comment on en est là, comment il y a eu la crise. J'ai l'impression qu'il y a eu la crise toute la saison à l'OM, alors que l'OM a passé pratiquement toute la saison sur le podium, qui avait tout à faire, tout à faire. Désolé, désolé, je sais qui était là pendant la tente et qui a raté le début. Désolé, mais bonjour à toi, bonjour à toi. Donc je disais, l'OM la saison du bordel pour rien parce que vraiment en fait pour moi l'OM pouvait terminer sur le podium tranquille sans trop se casser la tête, sans trop forcer son talent. À un moment il y avait quoi? Il y avait 5, 7 points peut-être même plus sur la quatrième place. Tu disais bon ça va être tranquille. Mais non, on est à l'Olympique de Marseille, donc il a fallu se mettre le feu. Et il y a plusieurs composantes dans ce truc de se mettre le feu, j'ai envie de dire. Il y a les supporters, par exemple. Donc les supporters, j'en discutais un petit peu par moment avec des amis et il y avait un peu ce truc, vous savez, un peu ce même de Jamel Debbouze là dans Astérix et Cléopâtre qui dit j'aime pas trop quand c'est trop calme ou un truc comme ça là, enfin Jamel Debbouze quoi. Et
Et il y avait un petit peu ça, on dirait que les supporters, ils savaient pas comment réagir quoi, face à un OM qui était second du classement, où tout allait bien. Mais il y avait un petit peu un manque d'excitation. Il y avait un truc où, ouais, il y avait pas de quoi s'enflammer. Ça allait à peu près bien. Il n'y avait pas trop de polémique, mais on n'était pas super content. Et en fait, ça c'est peut-être dû à la lassitude d'être toujours au mieux second. Je pense que ça commence à peser à l'Olympique de Marseille, le fait d'être toujours second. Il y a un truc, il y a un truc qui passe plus. Mais à la limite, c'est les supporters. C'est les supporters. L'OM est volcanique parce que ses supporters sont volcaniques. Donc il y a toujours cette espèce d'attente irraisonnable autour de l'OM. Mais c'est normal, c'est le club, c'est l'identité du club. Pour moi, ça fait partie de ça. Et on peut se demander pourquoi il y avait cette espèce de sentiment. Peut-être que je me trompe, hein, d'ailleurs. Dites-moi hein, si vous, quand l'OM allait bien, vous n'avez pas du tout senti ce truc de un petit peu, genre on s'ennuie un peu. Moi, j'ai senti ça, mais peut-être que c'est un ressenti et peut-être que vous l'avez pas du tout ressenti, mais donc il y a ce truc-là, et dans tous les cas, les supporters, ils ont le droit. Ils ont le droit, et je pense vraiment aussi que c'est dû au fait que même si ça aille bien, tu te dis le jeu, c'est pas la folie. Enfin, en plus, tu marquais plein de buts, mais j'ai l'impression que ce jeu ne parle pas aux tribunes comme d'autres jeux, d'autres techniciens pouvaient parler aux tribunes. Donc il y a ça, et puis il y a le fait de te dire, bah tu vas pas gagner de titre en fait. Tu vas pas gagner de titre, et je pense que ça, les supporters, ils commencent à en avoir assez. Donc salut à tous les arrivants de FCM, bienvenue sur ce live. Sur ce live, donc, je vais vous remettre mon beau petit écran, la saison du bordel pour rien. Donc où on discutait du fait donc du fait qu'il y avait une certaine lassitude. Même quand l'OM allait bien, on avait l'impression que les supporters, ils attendaient autre chose, qu'ils étaient un petit peu lassés. Mais encore une fois, c'est les supporters, et moi je pense que profondément c'est dû au fait d'être toujours second, et que tu te dis, et que d'un autre côté t'as pas une enflammade de type Bielsa où tu dis, trop bien le jeu, là, il n'y avait pas trop ça. Donc t'étais juste là, t'étais deuxième, et il te manquait un truc, mais les supporters ont raison. Là où je trouve que l'OM, c'est vraiment la saison du bordel pour rien. Je pense que c'est les dirigeants, vraiment. Et quand je dis les dirigeants, j'inclus Roberto De Zerbi dedans. Je trouve qu'il y a eu un manque de calme sur cette saison, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Je sais pas pourquoi, mais dès qu'il y avait l'occasion de sauter sur une polémique, il y avait on jetait un dirigeant de l'OM au hasard. Allez hop, il y a De Zerbi qui dit qu'il va se casser qui peut partir de l'OM après la défaite contre Auxerre. Il y a toutes les polémiques sur l'arbitrage. Il y a des moments où genre tu te fais éliminer de la Coupe de France, c'est pas grave, on parle que de l'arbitrage. Et attention, vous savez aussi que je n'aime pas parler d'arbitrage, donc j'ai même pas envie de dire est-ce qu'ils avaient raison ou tort, est-ce que l'OM a été pénalisé ou pas par l'arbitrage, à chacun de se faire sa religion là-dessus. Mais par contre, je trouve que même si tu veux protester contre la manière dont l'OM est arbitré, les dirigeants l'ont fait de la pire des manières, c'est-à-dire de la manière à mettre le feu aux poudres, à créer une espèce d'animosité contre l'OM. Tu pouvais le faire d'une autre façon, tu pouvais te plaindre de manière peut-être un peu moins énervée, parce que, bon, bien sûr, le pinacle de ça, c'est le moment où Longoria fait cette sortie assez hallucinante, etc. Il y a aussi ce truc avec Benatia, quand même, qui sent pas bon, et parce qu'il y avait un petit peu des relents un petit peu racistes, vraiment. Ça, je comprends que ça puisse t'énerver. En fait, je comprends que les dirigeants, etc., puissent s'énerver, mais par contre, quand tu es à cette position-là, tu te dois d'agir différemment et mieux. Et là, en fait, je trouve que ça a mis une tempête interne, un espèce de... Ça a jeté cette équipe dans la polémique en permanence. Et j'ajoute aussi De Zerbi qui a manqué un petit peu de calme, qui a manqué de psychologie, je trouve, par rapport à certains de ses joueurs. Il y a toujours eu cet état de oh, c'est la crise, alors que non.
alors que non. L'OM est troisième, l'OM à un moment était second, l'OM explosait Saint-Etienne à domicile 5-1, tout allait bien. Il y avait peut-être des choses qui n'allaient pas. Voilà, encore une fois, je ne rentre pas dans l'arbitrage, mais je comprends. Peut-être qu'ils ont en effet vu des choses qui n'étaient pas normales. Et à ce moment-là, bah, tu les gères différemment. Un président, un dirigeant se doit d'agir différemment. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, et qu'on a dit que quand même l'OM s'est mis un petit peu le feu tout seul, a mal géré les choses qui lui arrivaient devant, parce qu'encore une fois, peut-être qu'ils avaient raison de se plaindre de l'arbitrage, mais ils pouvaient le faire de manière différente. Et ça a créé, à mon avis, un truc qui a déstabilisé l'équipe. Salut à tous, salut Fred, salut Iki, ça fait plaisir de te revoir, salut plus à Play. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que l'OM s'est un peu mis le feu et que les dirigeants se sont mis le feu, on peut aussi se dire que l'OM est toujours dans ses objectifs. C'est-à-dire que là, on est en train de tous paniquer, de tous dire « Ah, c'est la fin, l'OM, machin, truc ». Mais regardez, on va aller voir ça un petit peu. L'OM est toujours troisième du classement après une série absolument dégueulasse. On est à 5 matchs de la fin. Et ces dirigeants que je critique donc beaucoup depuis que j'ai commencé à prendre la parole, ils sont jeunes, donc peut-être qu'ils vont progresser. Et peut-être qu'ils arrivent en fin de saison à être sur le podium, ce qui est un objectif obligatoire parce qu'il va aussi y avoir des échéances financières qui font un petit peu peur. Donc obligatoire de terminer sur le podium. S'ils terminent sur le podium, à mon avis, la narration de cette saison, elle est différente. On va déjà se dire, au moins ils sont en Ligue des Champions, truc. Et puis moi, je me souviens, et je pense que si vous êtes là, vous vous souvenez tous, parce que c'était il y a vraiment pas longtemps, de la saison Sampaoli. Juste avant le dernier match contre Strasbourg, tout le monde était là à se dire oh mais c'est horrible, cette saison c'est de la merde, c'est complètement raté. Et puis tu gagnes le dernier match et c'était waouh, Sampaoli il est trop fort. Donc il va aussi y avoir un petit peu comme ça les résultats dans le foot, forcément ça joue. Donc peut-être que ces dirigeants, cette jeune équipe dirigeante est encore là pour apprendre. On reviendra un petit peu sur le cas Longoria parce que lui, par contre, il est là depuis un peu plus longtemps. Mais quand on pense à De Zerbi ou à Benatia, peut-être qu'ils ont encore des choses à apprendre. De Zerbi, c'est la première fois qu'il est dans un club de cette stature. Mais ça n'empêche pas qu'il y a eu des erreurs. Voilà, vous voyez un peu ce classement, là, l'OM est troisième. Et des erreurs, il y en a eu notamment sur le plan sportif. Donc pour ceux qui viennent pour la première fois sur cette chaîne, donc là ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de live, mais quand je fais des lives, j'essaye de parler de foot. Donc malgré le sujet de la vidéo, on va essayer de parler de foot. Et on va commencer par le truc qui est le plus alarmant dans cette équipe, qui est le plus à critiquer pour moi, parce que vous voyez, donc ici je règle les classements, donc par attaque, par but marqué. Ici c'est G, goal for, donc les buts pour. Là l'OM est second ex-aequo avec Monaco, Lyon et Marseille, donc l'OM est à sa place. Par contre, goal against, donc les goals encaissés, les buts encaissés, même si les Belges disent aussi goal. Là, l'OM est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e défense de Ligue 1 avec 41 buts encaissés en 29 matchs et encore, là c'est les expected goals against, c'est-à-dire que selon le modèle d'expected goals, l'OM aurait même dû encaisser 46 buts. C'est-à-dire que la défense est très mauvaise à l'Olympique de Marseille cette saison. La défense est très mauvaise et donc j'essaye de parler de ça. Putain, je me suis fait un petit, je regarde pas mon téléphone, je me suis fait un petit programme, mais j'arrive pas à le suivre. C'est vraiment chiant de suivre comme ça. Je lis comme un robot. Donc bon, je vais essayer de faire ça un petit peu en me souvenant de ce que j'ai écrit. Donc voilà, l'OM très mauvais en défense et les dirigeants, encore une fois, en sont responsables pour moi. Donc la première des choses qui a été mal faite cette saison, c'est la défense. Et la défense, on le voit ici, je vous ai mis quelques captures d'écran. Ici, c'est contre Toulouse. Tous ceux qui étaient au stade et même ceux qui n'étaient pas au stade se souviennent de ces flashs de malheur. Contre Strasbourg, ok, le mec était là, mais c'est à peu près la même action. On lance un mec en profondeur
Je sais plus comment il s'appelle le Toulousain. Et vous voyez là, en fait, Kondogbia, il est sur le gars. Vous voyez ici, là, il est sur le gars. Je vais prendre un stylo et on va faire hop. Hop. On va écrire en... Voilà. Peut-être un peu trop gros. On va mettre en blanc. Voilà, vous voyez ici, Kondogbia, il est sur son attaquant. Il est sur son attaquant, le patron de la défense. Là, il est encore sur l'attaquant, mais l'attaquant, il est parti. Et 2 secondes plus tard, il est bien loin derrière. L'attaquant a même ralenti sa course pour frapper. Heureusement, les attaquants toulousains vont faire n'importe quoi. Mais ce qui est évident, c'est qu'au niveau de la défense, à l'Olympique de Marseille, le 2RB Ball avait besoin de mecs rapides. De mecs rapides derrière parce que tu allais avoir beaucoup de profondeur dans ton dos et il fallait des défenseurs rapides. Tu n'as pas ça. Il fallait aussi des défenseurs qui allaient avoir des gestes à la con, comme celui-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce but-là. Donc, c'est le deuxième but. Et oui, c'est le deuxième but que l'OM encaisse à Reims. Et... alors voilà, merci. Donc, c'est le deuxième but qu'on encaisse à Reims. Ah, mince, bien sûr, bien sûr. Hop, donne-moi le stylo. T'es gentil. Voilà. Donc, on voit que là, Rongier est sur le joueur. Il a tout ce qu'il faut pour intercepter. Mais il va rater son geste décisif. C'est-à-dire que pour jouer avec 2RB, et là, c'était la totale. C'était le 3e but, il me semble. Donc là, le ballon en profondeur, Cornelius qui n'en peut plus. Il n'y a aucune vitesse et il n'y a aucune technique défensive pour faire les bons gestes au bon moment dans cette équipe. Donc, voilà, si on devait résumer un petit peu, ce qu'il y avait de besoin pour être défenseur chez Roberto De Zerbi, c'était vitesse, technique défensive et même la relance. On pouvait se dire que tu avais besoin de ces 3 aspects-là. Tu avais besoin de défenseurs qui combinaient ces 3 aspects-là. Maintenant, on va faire un tour sur le site officiel de l'OM. On va regarder le contingent défensif de l'Olympique de Marseille. Merlin, donc latéral, Garcia latéral aussi, Luis Felipe Ramos, Leonardo Balerdi. Donc Balerdi, c'est celui qui correspond le mieux à ce profil parce qu'il a une certaine vitesse et qu'il rate des fois des interventions compliquées, mais il en réussit beaucoup. Les interventions là, à la Rongier, lui, il en fait 10 par match. Et lui, il a le profil parfait. Luis Felipe... on ne sait pas, peut-être, vu qu'on ne sait pas. Moi, j'ai pas de souvenir de lui quand il joue à la Lazio et il ne joue jamais à l'Olympique de Marseille. Donc voilà. Et ensuite, on descend. Cornelius, il est lent. Vraiment, j'ai pas envie de lui taper dessus en plus, mais Cornelius, il est lent. Je sais pas si sa relance c'est pas extraordinaire et il n'est pas toujours parfait sur les interventions défensives. Je pense que dans une défense un peu plus en place, un peu plus basse, ça peut être un vrai bon défenseur de devoir. Mais là, on le met dans des situations comme celle-ci là que je vous remontre. Mais là, pour lui, c'est la pire situation possible. Et en fait, avec l'OM de De Zerbi, tu vas toujours jouer comme ça. Donc pourquoi avoir recruté Cornelius ? Vraiment, sans s'acharner contre le joueur. On fait ça souvent, les supporters, les journalistes, on s'acharne sur un joueur. Moi, j'ai pas envie de m'acharner sur Cornelius. Cornelius, on voit que c'est pas un mauvais défenseur, mais c'est un mauvais défenseur pour De Zerbi. Donc, tu as créé tout un projet que tu as vendu autour de la personne de Roberto De Zerbi, autour de son football, et tu achètes Derek Cornelius. Il y a un problème. Pour moi, j'ai pas compris. Je passe le permis en boîte automatique, j'achète une boîte manuelle. Bah ouais, ça va pas fonctionner, ça va pas marcher. Je comprends pas ça. Je comprends pas pourquoi on a acheté Derek Cornelius sans remettre en cause vraiment le joueur qui doit être un remplaçant, qui doit être un bon remplaçant. Donc après, Paul Lirola, on va y revenir, à mon avis. De Zerbi, il a un peu forcé avec lui parce que je ne sais pas s'il a encore ce qu'il faut pour être un joueur de très haut niveau. Il n'est plus un latéral de très haut niveau et j'ai pas l'impression qu'il est très rapide.
en défense centrale. J'ai pas l'impression qu'il peut compenser en défense centrale et il n'a pas non plus une excellente technique défensive. Donc logiquement, quand tu es latéral, tu es quand même censé avoir une qualité de passe un petit peu. On se souvient qu'il avait une certaine qualité de centre. Bon, c'est un autre type de passe, mais bon. Franchement, la vitesse, il ne l'a pas en défense centrale. La technique, il ne l'a pas non plus. Amir Murillo, c'est la très bonne surprise, mais c'est un défenseur latéral. Et en fait, c'est quelqu'un qui est devenu indispensable à l'Olympique de Marseille. Dedic, c'est un latéral. Et Chancel Mbemba, il n'est à l'OM que sur le site officiel. Et on peut rajouter à tout ça donc Geoffrey Kondogbia, qui a beaucoup joué en défense centrale, qui pareil, Kondogbia et Cornelius, c'est un peu le même profil, donc Kondogbia a une meilleure technique, mais Kondogbia, il n'est pas un défenseur central de métier, il est très très lent. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous remontrer les screenshots contre Toulouse, c'était un massacre. Franchement, et vous savez que j'ai beaucoup tapé sur Kondogbia la saison dernière, mais moi, Kondogbia, il m'a limite fait de la peine contre Toulouse. Au final, tu remportes le match et j'avais l'impression que, tu vois, on l'a mis dans une situation pour se faire humilier, quoi. C'était gênant pour lui. Chaque contre-attaque, chaque accélération de Toulouse, c'était un massacre absolu. Franchement, je dis, et j'ai pas envie d'être méchant avec les joueurs, hein, vraiment. J'ai pas envie d'être méchant avec lui. Il a fait une grande carrière. Et il a fait quelques très bons matchs en défense centrale lorsque l'OM était plus bas sur le terrain. Mais si tu veux jouer haut et que c'est Kondogbia ton maître de défense, c'est un massacre. Et c'est pas de sa faute. Et il y en a qui vont dire oui, oui, mais comment on fait? Balerdi était suspendu, mais est-ce que vous trouvez normal que la défense de l'Olympique de Marseille, c'est Leonardo Balerdi et Amir Murillo? Point. Il y a 2 défenseurs à l'Olympique de Marseille. Il y a Leonardo Balerdi qui remplit tout ça. Je vais vous repartager le truc. L'affaire Mbemba, c'est avant le mercato hivernal. Ouais, ça date de cet été, OJ 1984. Ouais, Mbemba, qui, à mon avis, aurait été parfait, il aurait fait le taf. Peut-être pas parfait, mais il aurait fait le taf. Et en effet, OJC, c'est à partir du mercato estival, en fait. Voilà, il fallait qu'il parte, et il n'a pas voulu partir n'importe où, etc. Ça fait un petit peu mal. Mais bon, tu dis ok, on a mis Mbemba de côté, mais il faut recruter. Qui tu as recruté? Tu as recruté Lilian Brassier, qui est un peu plus rapide, qui aurait peut-être pu faire l'affaire, mais Lilian Brassier qui a eu un blocage psychologique. C'est très important, le côté psychologique à l'Olympique de Marseille. On voit qu'à Rennes, il est en train de se relancer. J'ai pas vu tous ces matchs, mais de temps en temps, j'étais un peu surpris en le voyant dans l'équipe type WhoScored au niveau des notes. Donc, il a l'air de bien se relancer. Cornelius, voilà, très bon défenseur pour Villas-Boas, mais pour De Zerbi, j'ai pas trop compris. Tu recrutes Luis Felipe, le mec, il peut pas jouer immédiatement. Tu as besoin de défenseur central immédiatement. Qu'est-ce que tu fais? Et donc, je disais, Balerdi, c'est le seul qui a un peu combine ces 3 trucs-là. Et j'allais dire vitesse technique défensive plus relance, c'est-à-dire vitesse pour couvrir l'espace qu'il y a dans ton dos, la technique défensive pour faire des interventions qui vont être compliquées et la relance, puisque une fois que tu as le ballon, c'est très important que ce soit toi qui casse les premières lignes. Et même projection offensive, j'allais dire, puisque... je vous en avais déjà parlé, mais Amir Murillo, en fait, à partir de décembre-janvier, il a commencé à se déplacer dans cet espace-là, donc j'en ai beaucoup parlé. En fait, il ne jouait pas comme un latéral, il était toujours central, mais il faisait ces montées-là entre Greenwood et Luis Enrique, et donc il y avait beaucoup de mouvements à droite, et il y avait souvent, on retrouvait Murillo ici, qui faisait des centres qui étaient extrêmement dangereux. Et donc à un moment, De Zerbi s'est dit « Ah putain, ça c'est pas mal ». Et donc il a commencé à lancer un petit peu
ce truc. Alors attendez, c'est quelle image ça? C'est quelle image? Je regarde un petit peu. Ouais, non, il a commencé à se dire ce serait pas mal que j'ai un Murillo à gauche aussi. Donc il a tenté le coup avec Cornelius. À un moment, on voyait Cornelius qui s'aventurait un peu là-bas. Il n'allait pas jusqu'à faire l'appel parce qu'il avait du mal, mais on avait l'impression qu'on avait besoin d'un patron de défense au centre, genre un Léo Balerdi, un mec qui peut gérer la profondeur, couvrir un petit peu les ballons en profondeur et faire des bonnes interventions et faire des bonnes relances, et deux centraux qui pouvaient être presque des semi-latéraux, je vais les appeler, en position offensive. Donc Murillo parfait. Murillo parfait. Et à Monaco, tu as tenté Garcia. Et en fait, Garcia que tout le monde a trouvé nul parce que tu perds 3-0. Encore que les gens ont été assez gentils avec lui. Mais Garcia qui a fait ce que Murillo faisait. Regardez, ici, j'ai mis la seule occasion de l'OM là. Vous voyez, Garcia, il est là. Et Garcia, il va déborder et il va prendre exactement l'espace que Murillo prenait. C'est-à-dire qu'on le voit ici. Il va être entre le latéral et le central. Là, il y a Rabiot qui est milieu offensif. Il y a Merlin qui est le latéral gauche. Et il va se mettre là et il va bien déborder. Et je ne vais pas vous mettre la fin de l'action. Il va centrer et il va faire un très bon centre. Et Luis Enrique va complètement se foirer. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas Garcia. Mais comme je l'ai dit à FCM, moi je pense que c'est pas une mauvaise idée d'avoir Murillo Garcia quand tu te dis on va jouer des matchs avec 80% du ballon, on va mettre deux centraux qui vont défendre quand on n'aura pas le ballon, qui ont une certaine vitesse parce qu'ils sont latéraux, ils sont plus rapides que Kondogbia pour le dire simplement, ou Cornelius. Tu mets Balerdi, Garcia, Murillo, pourquoi pas? Sauf que Garcia, il faut lui apprendre à jouer central parce qu'il n'a jamais joué là. Et je suis sûr qu'il peut le faire parce que c'est un bon soldat. Mais là, tu l'envoies au casse-pipe contre ton concurrent numéro 1, Monaco. Tu lui dis, allez, va jouer là-bas. Et on a vu que Biret, il s'est souvent amusé dans son dos. Et moi, je ne lui en veux pas. Je pense que c'est parce que voilà, il n'avait pas les habitudes en tant que central. Donc voilà. Donc, on revient au contingent défensif de l'Olympique de Marseille. On a dit il nous faut au moins 2 ou 3 défenseurs centraux qui sont capables de faire ce que Balerdi fait, couvrir la profondeur, bien relancer, faire des interventions défensives compliquées. On en a un. Donc quand il est blessé, tout est cassé. Quand il est suspendu, tout est cassé. Il n'y a plus rien. Ensuite, on avait besoin, petit à petit, d'avoir un mec qui peut faire comme Amir Murillo, qui s'est montré indispensable au fur et à mesure de la saison. Et pareil, on en avait un. Et on a longtemps essayé avec Paul Lirola. Moi, je pense que De Zerbi a trop essayé avec Paul Lirola. C'était celui qui rentrait en jeu. C'était celui qu'on voulait essayer de placer à ce poste de central. Et qui n'a pas donné satisfaction en fait, et qui n'a jamais montré de trucs dingues à part ce but à Lyon. Et si vous ne croyez pas qu'Amir Murillo est indispensable, regardez un petit peu le moment où il se blesse. Donc c'est contre Nantes, il me semble, qui sort, voilà, 24e minute. Et tu perds face à Lens, tu perds au PSG. Il est sur le banc à Reims, tu perds aussi. Et on voit que, en fait, Amir Murillo, pour moi, est devenu pratiquement indispensable à l'OM, vu que tu as que 2 défenseurs fonctionnels. Et je dis pas qu'Amir Murillo est un crack en défense centrale, mais c'est un bon joueur fonctionnel dans l'OM de Zerbi. Donc voilà. Donc on a recruté un peu n'importe comment, je trouve, et surtout en défense centrale. Et une fois que j'ai dit ça, je vais re-regarder un petit peu mon programme et je vais vous lire un petit peu parce que c'est aussi un peu ça le but. Garcia, je le trouvais correct, nous dit Drogba 31-0-0. Voilà, après, revois un petit peu notamment l'action du premier but. Il est pris dans son dos, je pense qu'il se place pas super bien, mais il est correct. Et puis Garcia, on va pas oublier, c'est un mec qui a pas été traité très très bien par l'Olympique de Marseille, qu'on fait venir, qu'on n'inscrit pas sur la liste de l'UEFA l'année dernière, ensuite qu'on dit de dégager. C'est quelqu'un qui a du mérite, je trouve. Je trouve qu'il a pas mal de mérite, Garcia, parce qu'il s'accroche et qu'il rend des services, et qu'il a rendu service quand Quentin Merlin était très mauvais.
Et pareil, même ça, en fait, même ça, ouais, c'était un petit peu mon prochain point. Je regarde un petit peu ce que j'ai écrit. Voilà, alors Ouais, ouais, je voulais aussi un peu insister là-dessus parce qu'on cherche tous, c'est un peu l'habitude à l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire de trouver un bouc émissaire, bah, c'est de la faute à De Zerbi, c'est de la faute à Longoria, c'est de la faute à Greenwood, c'est de la faute à... En fait, c'est pour moi, euh, il y a un truc clair qui a été vendu à l'Olympique de Marseille, c'est un projet construit autour de Roberto De Zerbi. Donc, que tu n'aies pas recruté en fait, c'est un truc collectif. C'est-à-dire que les problèmes de l'OM, ce sont les problèmes de De Zerbi, mais pas seulement. Les problèmes de l'OM, ce sont les problèmes de Longoria, mais pas seulement. Les problèmes de l'OM, ce sont les problèmes de Benatia, mais pas seulement. Et j'englobe toute la direction. En fait, c'est la direction qui a fait des erreurs, je trouve, qui a fait des erreurs et qui n'a pas recruté les bons joueurs. Et cette fois-ci, ils sont tous sur la même longueur d'onde. Donc on ne peut pas dire oui, bah, c'est le président qui a recruté des joueurs que le coach ne voulait pas. Non, non, là, je pense que c'est aussi De Zerbi qui s'enflamme un petit peu. Qui s'enflamme un petit peu à vouloir, à mon avis, quand tu proposes Benasser à De Zerbi, il se dit ah ouais, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, allez, ramène-le-moi. Et il y a un manque de calme et de distance. Voilà, dans cette direction, il y a un manque de calme et de distance. Encore une fois, je disais salut Ricky. Je disais il y a mince, j'ai perdu. Du coup, tu m'as complètement déboussolé, Ricky. Mais oui, voilà. Bref, manque de calme et de distance. Oui, les supporters, que les supporters réagissent comme ça, c'est leur droit. Les supporters, ils payent. Donc, en effet, les supporters, quand ils voient un match, qui ressentent une injustice arbitrale, qui gueulent sur l'arbitre. euh, c'est normal, c'est leur ressenti, tant que ça se fait de manière légitime et sans aller dans des menaces ou des choses trop dangereuses. Pourquoi pas quand les supporters s'enflamment pour l'arrivée d'un joueur, pourquoi pas? Ils sont là pour s'enflammer. Tous les clichés sur l'OM, c'est la ferveur de l'OM, les trucs. C'est grâce à eux, c'est grâce aux supporters. Donc pourquoi pas? Par contre, le dirigeant ne doit pas agir comme ça. Le dirigeant, il doit avoir un petit peu de distance. Il doit se dire, ok, Benasser, super joueur, mais là, tout de suite, objectif Ligue des Champions, je vois bien qu'en défense, j'ai du mal quand même. Si Balerdi et Murillo, ils se pètent, comment je vais faire? Brassier, je suis obligé de le faire partir. Comment je fais? Je vais pas prendre un mec qui a l'air d'avoir des problèmes physiques. Parce que De Zerbi, il a dit aussi, on savait en prenant Luis Felipe qu'il allait pas pouvoir jouer tout de suite, qu'il allait lui falloir du temps. Donc, pour moi, il y a un peu de l'enflammade. En fait, j'ai l'impression que souvent, Longoria, il fait un petit peu ses mercato hivernales à l'enflammade. Et quand je dis souvent, c'est que, alors hop, je vais repartir là-dessus. C'est un petit peu compliqué de retrouver. Je pense que j'avais trouvé ça. Voilà. Ici, souvenez-vous du mercato hivernal 2023 où on fait partir en prêt Pape Gay, bon, qui jouait plus à la limite. On fait venir Vitinha, Unai et Malinowski. Malinowski qui avait un petit peu le même profil que Benasser, milieu référencé de Serie A, à mon avis qui n'a pas été aussi au bon. À un moment il a quand même été meilleur passeur de Serie A, mais Benasser a vraiment eu un très haut niveau et je pense que c'est un très bon joueur, mais avec qui tu avais été en discussion l'été précédent, tu peux pas le faire, là en hiver l'occasion se présente, tu dis allez on le fait. Tu as peut-être besoin d'autre chose. C'est pas grave, tu le fais. Tu fais venir Unai qui était un petit peu la sensation du mondial et tu fais venir Vitinha. Donc c'est bien, ça brille, tout le monde est content. On se dit waouh, génial, plein de joueurs. Pourquoi pas en tant que supporter, tu te dis ça, mais en tant que dirigeant, au final, Vitinha ça a été un échec, Malinowski ça a été un échec et Unai c'est toujours un échec pour l'Olympique de Marseille. Donc recruter des opportunités, c'est bien. Recruter les joueurs dont tu as besoin, c'est mieux. C'est même ce que tu devrais faire. Et je pense vraiment qu'il y a un peu un pattern avec Longoria.
il ne recrute pas toujours les joueurs dont on a besoin. Il recrute un peu les opportunités de marché. Ricky, qu'est-ce que tu écris quand tu prends 15 buts avec des hors-jeux à 1 mètre? C'est pas le mercato, c'est le coach qui s'entête à jouer le piège du hors-jeu avec des joueurs qui savent pas le faire. Bah si, c'est un rapport avec la discussion, mais ouais, comme tu viens d'arriver, on en a discuté longuement juste avant, tu verras pendant le replay. Mais encore une fois, tu as fait tout ton projet est construit autour du coach et tu savais que ce coach allait jouer comme ça. D'ailleurs, on continue sur le recrutement parce que, encore une fois, je pense que là, ce qu'on est en train de vivre, c'est beaucoup dû à la construction de l'effectif, autour d'un coach dont tu savais qu'il allait jouer comme ça. Moi, voilà, c'est ça le truc qui me tue. C'est que, continuons un peu avec la défense. Ouais, j'avais aussi eu ce truc de la défense parce que je me demande, tiens, on va un peu continuer sur ce que tu dis, Ricky. Réfléchissons un petit peu ensemble. C'est-à-dire que la défense, là, on a dit, la manière dont tu joues dans les faits n'est pas adapté à ton effectif. C'est-à-dire que tu vas jouer haut avec des mecs qui doivent négocier des ballons compliqués et d'autres qui doivent se projeter et bien relancer. Et tu as Cornelius, Kondogbia qui sont lents et qui n'ont pas la meilleure relance. Kondogbia, c'est pas trop mal. Bon, tu as mal recruté, mais est-ce peut-être aussi que c'est dû à la manière dont De Zerbi fait ses demandes? Est-ce que De Zerbi a bien compris comment jouer? A bien compris comment jouer en Ligue 1? Parce qu'il s'est adapté pendant la saison. Je pense que c'est à son bénéfice. Mais est-ce qu'il a bien compris aussi la stature du club qu'il avait en Ligue 1? Parce que c'est ça. En fait, lors de la dernière émission sur FCM, quelqu'un disait ouais, mais regarde, il y avait Lewis Dunk aussi à Brighton, qui n'était pas un foudre de guerre, mais qui a réussi à être bon, etc. C'était une très bonne remarque. Donc, Lewis Dunk, c'est un peu le profil Cornelius. Donc, après, c'était aussi le capitaine du club. Donc, c'était quelqu'un qui représentait quelque chose. Donc, tu as pu travailler avec lui. Tu lui as fait travailler certaines choses. Il faisait toujours des erreurs, mais tu faisais quelque chose avec lui. Et tu pouvais, en première ligue, jouer plus bas. Parce que tu étais Brighton. Donc forcément, lorsque Manchester United, moi je me souviens avoir vu un Manchester-Brighton, bah forcément, Brighton, ils peuvent relancer de plus bas. Et ils avaient tué Manchester. Je pense qu'ils avaient gagné le match 3-1. Et vraiment, dans le jeu, c'était un récital du Brighton de De Zerbi. Donc déjà, quand tu es Brighton en première ligue, ouais, tu peux te dire, ok, on va jouer plus bas. On va attendre que vous venez me presser. La stature de ton club en Ligue 1, c'est l'Olympique de Marseille. Donc tu ne peux pas. Si tu fais ça, il y a deux choses. Déjà, personne ne vient te presser. Et deux, ton public va te siffler. Donc tu ne peux pas faire ça. Donc forcément, on retombe sur comment tu as recruté. Parce que tu te dis, ok, bah, je vais faire ça, mais je vais faire ça à la médiane. Parce que je vais avoir le ballon 80% du temps, c'est évident. Et je vais devoir être dans le camp adverse parce que je suis l'Olympique de Marseille dans 80% des matchs. Donc vraiment, je comprends pas. Et je comprends même pas. Je pense qu'il y a une erreur. Et encore une fois, hein, les erreurs sont humaines. Et De Zerbi connaît le foot mieux que nous tous. Hein. Franchement, sincèrement, il faut faire preuve un petit peu d'humilité là-dessus. Tous les coachs professionnels connaissent le jeu mieux que nous. Ils souffrent 1000 fois, etc. J'ai aucun doute là-dessus. Mais même les meilleurs peuvent faire des erreurs de diagnostic. Et je pense que De Zerbi a fait une erreur de diagnostic sur comment défendre en Ligue 1. Et il a fait une erreur aussi sur comment je peux transformer les joueurs, ce qui fait qu'on se retrouve donc maintenant avec des ballons que tu jettes dans le dos de Kondogbia et Cornelius et c'est un carnage absolu. Et aussi qu'on s'est retrouvé avec ce truc où tu te dis, bah, un moment, même nos ailiers, ah bah non, je vais devoir changer de manière de défendre par rapport aux ailiers. Parce que donc on s'est beaucoup attaché là-dessus. Mais pourquoi on passe à 5 en cours de saison? Bah parce que notre ami anglais là, qui déjà... voilà, déjà tu as pris d'énormes risques pour le faire venir. On ne revient pas là-dessus. Voilà, mais il ne défendait pas. Donc tu te retrouvais avec des situations comme ça. Là c'est contre le PSG.
C'est contre le PSG, c'est pas 10 contre 11. Vous voyez ici, 7ème minute, il n'y a personne. Ça va finir par faire but. Et contre le PSG, les 30 premières minutes, tu te fais pilonner, mais c'est un massacre. À la droite de ta défense, tu te fais massacrer. Et c'était pas la première fois. Et tout le monde venait de le voir. Donc toi, tu savais aussi que tu allais avoir besoin de gros travailleurs sur les ailes, même en position offensive. Et tu as recruté Greenwood et Rowe, qui est un joueur aussi qui s'en prend plein la gueule actuellement, mais qui est quelqu'un qui n'a pas vraiment un gros coffre défensif. Donc, encore une fois, je pense que, vu le design général de l'effectif, il y a eu une erreur de diagnostic de De Zerbi sur les joueurs dont j'ai besoin pour réussir en Ligue 1. Et que donc tu as passé toute la saison à bricoler alors qu'on a tout construit autour de toi et qu'on t'a donné des gros moyens pour, enfin gros moyens à la hauteur de l'OM, mais qu'on a, comment dire, quand je voulais dire gros moyens, je voulais dire qu'on t'a vraiment beaucoup écouté, qu'on a construit beaucoup de choses autour de toi et tu as recruté des ailiers qui ne peuvent pas défendre quand tu as besoin de monde pour défendre. Tu as recruté des défenseurs qui ne savaient pas gérer la profondeur quand tu en avais besoin de toute évidence. Et voilà. Bon, bref, l'effectif a été construit pour jouer d'une manière complètement différente. Donc, je pense qu'à un moment, De Zerbi a fait une erreur de diagnostic sur ce dont il avait besoin. Et voilà, on en est là. Après, répétons-le encore une fois, il y a encore de fortes chances que l'OM termine en Ligue des Champions, on va l'espérer. Et comme Ricky le dit aussi, pour la défense, je me demande ce que Meïté a de moins que Kondogbia, Cornelius et Lirola. C'est aussi un truc dont on ne parle absolument jamais, c'est que Meïté, oui voilà, Meïté, je sais pas, apparemment il ne comprenait pas les consignes de De Zerbi. Ça fait quand même beaucoup d'erreurs de jugement, quoi. Et au final, tu te retrouves avec des joueurs, tu te retrouves avec une défense qui n'a pas été recrutée en adéquation, avec des ailiers qui n'ont pas été recrutés en adéquation. Donc au final, à partir de novembre-décembre, tu commences à jouer avec des pistons, avec Luis Enrique et Merlin en tant que pistons. Un avant-centre sur lequel tu investis beaucoup, Eli Wahi, quelqu'un dans le jeu de De Zerbi, ça semble évident que tu demandes à l'avant-centre de conserver les ballons, de combiner Eli Wahi attaquant de profondeur. En fait, il y a tellement d'erreurs de casting par rapport à ceux que l'on voit sur le terrain, pas en tant que le joueur il est nul. J'ai encore entendu Dugarry dire le joueur il a les pieds crochus, ou je sais plus ce qu'il a dit. Enfin, sincèrement, ouais, c'est facile, quoi. C'est facile de dire il est nul. Dugarry, c'est le premier à s'être fait défoncer pendant sa carrière. Il n'était pas nul. Ni Dugarry, ni Cornelius, ils sont pas nuls. Mais par contre, ils ne sont pas adaptés à la manière dont tu veux jouer. Donc pourquoi tu les as recrutés? Pourquoi tu les as recrutés quand tout a été construit autour d'une seule idée? On a un coach, c'est ce coach qui va être notre coach pour 3 ans, et c'est lui qui doit qui va construire, qui va façonner l'effectif, et on doit construire un effectif pour le satisfaire. Donc de toute évidence, tu as construit un effectif qui ne remplit pas les besoins de Zerbi. Bon. Qu'est-ce que j'avais écrit? Voilà, les opportunités de marché. Voilà, Bamo Meïté, je comprends pas. Je comprends pas. Et puis bon, j'espère aussi qu'on va pouvoir retrouver un peu de calme. Ne pas oublier que quand De Zerbi signe à droite en latéral, tu as Klose, nous dit au JC 1984. Oui, mais t'avais un peu comment dire, acté son départ. En fait, tout le monde il voulait que Klose se barre du club. Donc Klose l'a dit lui-même. En fait, je pensais avoir une entrevue avec De Zerbi, j'en ai même pas eu. J'ai compris qu'il fallait que je parte. Donc ouais, voilà. Je pense que dans tous les cas, Klose devait partir de l'OM, et je pense que
De Zerbi, vraiment, à la base, il se dit, ah, bah, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir transformer Eliwai comme je le veux, je vais pouvoir réussir à faire défendre Rowe et Greenwood sur les côtés et à pouvoir avoir des résultats, même avec des joueurs qui ne sont pas totalement adaptés, ça va fonctionner. Et puis à un moment, il s'est dit, ah non, merde, ça ne marche pas. Et à l'OM, il faut des résultats immédiats, sinon je suis dans la merde. Donc il a tout changé et on se retrouve avec que du bricolage, alors que tu as tout construit autour de lui. Moi, je trouve que, voilà, il y a une grosse erreur. Mais, il y a une grosse erreur, mais tu peux toujours... voilà, on va remettre le classement dans l'autre sens. Tu es troisième, mais d'ailleurs, dans l'autre sens, tu reçois Montpellier qui est complètement cramé, qui a 15 points. À chaque fois que je mets les matchs de Montpellier, il y a déjà un 0 pour l'adversaire. Franchement, tu ne bats pas Montpellier, abandonne. Franchement, arrête. Comme le disait le même, arrête. Arrête. Tu ne bats pas Montpellier, il faut arrêter. Franchement, non. T'arrêtes. Et tu peux peut-être relancer un peu une dynamique. Imaginons que tu battes Montpellier et que tu battes Brest parce que j'espère que Balerdi sera de retour. Il avait l'air quand même d'être bien amoché, tout ça. Bon, on ne sait jamais, mais tu as encore ton destin entre tes mains. Il faut que tu réfléchisses à lancer quelque chose. Après peut-être continuer avec Garcia et Murillo, si tu arrives à avoir un patron de défense un tant soit peu compétent. Voilà, il faut absolument stopper l'hécatombe en défense. Il faut qu'en défense, tu redeviennes une équipe à peu près capable. Parce qu'avant, on disait aussi, oui, l'OM surperforme en attaque. Bah, l'OM ne surperforme plus. Ce qui explique aussi le retour dans le rang, puisque là, vous voyez, là, c'est les XG. Donc, en XG, on est censé avoir mis 56,24 buts et on en a mis 57 dans la réalité, ce qui fait un différentiel très peu. Ce qui, grosso modo, le modèle dit qu'on devait marquer 56 buts, on en a marqué 57 sur 29 matchs. Bon, c'est à peu près ce qu'on aurait dû mettre. Et par contre, on surperforme toujours en défense parce que Geronimo Rulli nous sauve 5 buts sur la saison au minimum. Donc, il y a quelque chose, il y a un certain retour dans l'ordre. Donc, pour peu que tes attaquants retrouvent une certaine réussite, que tu trouves aussi une animation qui fonctionne et que tu arrives à mettre un petit peu de positivisme dans cette équipe, parce que vraiment, j'ai l'impression, je répète un petit peu mon thème qui est le OM, la saison du bordel pour rien. Mais vraiment, même les joueurs, en fait, punaise, tu jouais un match par semaine, t'aurais pu les mettre en confiance, tu vois, t'aurais pu mettre en confiance des Dedic, des Jonathan Rowe, des mecs comme ça, t'aurais pu essayer de les lancer un petit peu, mais non, t'as toujours été dans le feu, t'as toujours été dans la panique. T'aurais pu te dire, bon allez, ok, je me suis décidé à jouer avec mes deux centraux qui montent, bon bah allez, Ulysse Garcia, je te fais confiance, mais non, d'abord tu l'as mis dans le loft, apparemment il avait commencé à être un peu déprimé, etc. Il était vraiment pas bien, le pauvre Ulysse Garcia. Enfin, voilà quoi, voilà, il y a un moment... ça a été mal géré. Ça a été mal géré par les dirigeants qui se sont mis le feu. Ça a été mal géré par Roberto De Zerbi qui s'est mis le feu aussi et qui a bricolé des choses un petit peu incompréhensibles. Bon, voilà, c'était un petit peu, c'est un petit peu mon point de vue. Moi, je pense sincèrement que l'OM a tous les atouts pour réussir, a tous les atouts pour obtenir le podium. Et puis parce que là, on est en train de tout griller. Mais imaginons que l'OM accroche le podium. Roberto De Zerbi, j'espère que maintenant, il fasse un meilleur pronostic de ce dont il a besoin pour la Ligue 1. J'espère que les dirigeants comprennent qu'il faut un peu de calme parce qu'on est dans un environnement bouillonnant. C'est pas grave. Si tout autour de nous est bouillant, si les médias font plein de débats, si les supporters sont mécontents, enfin, il faut le prendre en compte, mais toi, ton rôle, c'est d'apporter un peu de calme. Si tu apportes un peu de calme, si tu fais un meilleur diagnostic de ce dont tu as besoin pour la Ligue 1 et si tu finis sur le podium, tu peux continuer à construire. Mais
il va falloir que tout le monde se remette en cause, dirigeants compris, parce que si De Zerbi s'en va, il ne faudra pas encore dire oui, mais c'est les ennemis de l'intérieur, je sais pas trop quoi, parce qu'à un moment, on avait les ennemis de l'intérieur avec Benatia, c'est un peu sous-entendu dans le poste de Longoria. Après, il y a eu les ennemis de l'extérieur aussi, avec les arbitres. On va aller en Super League, Longoria, tout ça, tout le monde est contre nous. Un peu de calme, un peu de calme. Les supporters, ils sont en feu, c'est normal, ils ont le droit, ils ont le droit. Toi, ton rôle, c'est de mettre une équipe sur le terrain qui les fait kiffer. C'est ça. Et si tu as décidé de construire autour d'un entraîneur, donne-lui les moyens de faire ce dont il a besoin. Et après, et après ce sera à lui, ce sera sa responsabilité. Mais un peu de calme, quoi, je pense. Et c'est aussi, je sais pas, je suis un petit peu partagé sur De Zerbi aussi. Euh, c'est important quand même. Le seul coach qui a gagné un titre en 30 ans à l'OM, c'est Didier Deschamps. Pourtant, c'était le bordel autour de lui, mais en public, toujours zen, ou presque. Ou presque. À un moment, voilà, il va falloir se poser des questions. Le pire ennemi, c'est nous-mêmes, dit LH Franck. Je pense vraiment, sincèrement, je pense que le pire ennemi de l'OM, c'est l'OM. C'est avant tout l'OM. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que le pire ennemi de l'OM, c'est l'OM et tu as entièrement raison. Euh, je vous lis un petit peu et après, je vais voir. Oui, mais chapeau 3 ou 4. Après, tu peux pas aussi faire une refonte de l'effectif tous les ans, tu vois, au JC, mais dans tous les cas, il va falloir faire beaucoup de changements en défense. Il va falloir beaucoup renforcer la défense. Milieu de terrain, tu en as 70 000 qui sont à leur place. Quand tu vois les joueurs qui avaient De Zerbi à Brighton et son jeu proposé là-bas, je ne peux pas croire que De Zerbi soit satisfait des joueurs défensifs mis à sa disposition. Mais souviens-toi aussi, Brighton, avec tout le respect que l'on doit à ce club, n'a pas la stature en Angleterre qu'à l'Olympique de Marseille. Et tu as peut-être plus le temps de faire progresser des joueurs qui commencent peut-être en situation d'échec. Tu as peut-être le temps de les faire grandir. Là, il n'y a pas le temps. Les premiers matchs, c'était le feu, ça attaquait de partout. Là, on joue au hand, c'est fatigant. Après, regarde aussi LH Franck, tu vois, on a aussi mis pas mal de buts. À un moment, c'était pas mal, tu vois. Quand tu regardes certains matchs, il y a des matchs où les adversaires ont été écrasés. Mais oui, on n'a jamais ressenti cette satisfaction avec De Zerbi. C'est bizarre. J'ai l'impression que le public du Vélodrome n'a jamais trop ressenti cette satisfaction. A été très patient, attention, très patient avec De Zerbi. Il n'y a jamais eu de Zerbi d'émission ou de trucs. Il y a des moments où ça s'est un peu énervé, voilà, des trucs, machin, mais très patient. Mais même quand ça gagnait les matchs 5-1, il y avait un peu de ouais, bah, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Si le problème est la défense et ça se voit, ne faut-il pas consolider un milieu à 3, Rongier, Benasser, Rabiot pour récupérer le ballon plus bas, certes, mais te permettre d'avoir des espaces pour les attaquants, Gouiri, Greenwood. Mais en fait, Duke, tu vois, je pense que le problème, c'est que même si c'est qu'il n'y a pas d'espace, c'est-à-dire que c'est-à-dire que si tu te dis ok, on reste bas. Il y a peut-être Lille qui va venir te chercher. Lille l'avait fait au Vélodrome. Dans une bonne période de l'OM, ça avait donné l'un des plus beaux matchs de la saison. Et il y avait eu ce très beau but qui part de bas. Mais par contre, en fait, le problème, c'est surtout que quand tu es l'OM, tu n'as pas d'espace. Et c'est un problème récurrent, je pense. C'est pour ça que j'insiste aussi sur la stature du club. La stature du club fait que les adversaires ne viennent pas te chercher. C'est à toi de battre les adversaires. Et donc, forcément, tu vas avoir des espaces dans ton dos. Il n'y a pas d'autre choix. Et ce milieu à 3, tu vois, Rongier, Benasser, Rabiot, est-ce que tu l'as pas déjà un petit peu
Parce que Rabiot, certes, il est plus haut, mais Rabiot, il redescend souvent. Et si tu as tout le monde plus bas, eh ben, tu manques de solutions devant. Enfin, tu vois, tu es un peu sur un truc. En fait, moi, je pense sincèrement que le problème, attention, analyse, c'est que tu prends trop de buts. Voilà. Et que tes attaquants sont moins en réussite. Mais avant tout, tu prends trop de buts, quoi. Donc tu ne peux pas avoir la confiance pour attaquer parce que tu sais que dès qu'il va y avoir un ballon en profondeur, tout l'édifice va s'écrouler. Donc il faut d'abord savoir comment tu défends et avoir les joueurs pour défendre. Après aussi, j'entends tout le monde dire ouais, bah il faut changer, il faut changer. C'est dur de changer à 5 journées de la fin. C'est dur, c'est dur. Voilà, c'est ça en admettant que l'adversaire se livre, comme tu le dis, Duke. Bon, les amis, c'est pas tout ça, mais je dois aller jouer au foot. Donc, je vais arrêter ce petit live ici. C'était un petit peu décousu, mais à chaque fois que je prépare le truc, c'est décousu. En fait, prendre des notes, c'est pas mon style. J'ai vu peut-être prendre des notes en amont, mais après suivre un petit peu le déroulé de mon petit PowerPoint, là, je pense que ce serait mieux. Parce qu'après, je répète les mêmes choses. J'ai trouvé ce live un petit peu décousu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je commence le travail à 5 heures du matin, on dit Ricky. Je le mettrai. Mais en fait, tu l'as immédiatement sur Twitch, Ricky, le live, si tu veux. Tu peux le retrouver tout de suite. Je suis pas sûr parce que je le trouve pas de très bonne qualité ce live, donc je suis pas sûr de le mettre sur YouTube. Je le mettrai peut-être, écoute. Mais sinon, tu l'as immédiatement si tu cliques sur ma chaîne, il est en replay, je pense. Mais je le mettrai quand même sur la chaîne YouTube pour toi, mon premier follower. Et en tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver. Ça me fait plaisir tous vos messages positifs aussi parce que je me plains souvent des messages négatifs. Je le répète à chaque fois, mais vous êtes énormément à me soutenir et ça fait très très chaud au cœur. Et encore une fois, la dernière fois, j'ai croisé quelqu'un, je pense pas qu'il était dans le chat aujourd'hui, mais qui m'a dit ah ça me manque tes lives et tout ça. Donc merci à tous, merci pour votre soutien. Vraiment cette saison ça a été dégueulasse pour moi parce que voilà Greenwood, ensuite je vais me mettre au jeu, on parle que d'arbitrage, après toujours des polémiques trucs. J'espère que la saison prochaine sera dans quelque chose de plus positif, de plus football, de plus enflammade ou pas, mais même en tout cas de football. J'espère qu'on va reparler de football à l'Olympique de Marseille et pouvoir reprendre une activité normale. En attendant, bon dimanche, comme on disait avant sur Canal, quand ça existait encore Canal. Allez, ciao, ciao.